Je suis très heureux que cet intitulé-là ait fait l'objet de discussions avec Madame Valentine Faux. Et finalement, on est arrivé à cet intitulé qui est les nouvelles approches de réparation devant la Cour pénale internationale. Mais je veux plus m'appesantir sur la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale en date du 3 mars 2015. Cette décision a connu également une évolution parce que déjà en février de cette année, la Cour pénale s'est encore prononcée. Et je veux expliquer les péripéties de toutes ces décisions-là. Permettez-moi d'abord de vous préciser que la réparation dont question dans ce thème, c'est un terme connu de tous les juristes et même de nos juristes qui signifie simplement le fait d'effacer les conséquences de l'acte illicite commis sur une personne qu'on appelle victime en droit ou commis sur un bien appartenant à autrui et de rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si la personne n'a pas connu cet acte illicite. C'est cet acte-là de réparation, cet acte de rétablir une personne dans ce qu'elle aurait pu être avant la commission de l'acte, c'est ce qui signifie simplement la réparation. C'est le terme, au fait, un terme connu qui n'a aucune chose de particulier dans cet intitulé-là. Je vais vous parler, je vais exposer selon 5 points. Je vais d'abord vous parler de l'introduction. Je vais présenter l'affaire Thomas Lubanga, Dilo, et d'autres ressortissants congolais qui sont pour le moment devant la Cour pénale internationale, presque pour les faits semblables. Et je vais également vous entretenir sur les différentes orientations qui ont été données par la Cour pénale internationale sur la question de réparation. Et je vais conclure. Mais pour terminer, vous me permettrez de vous présenter en bref ou dans quelques minutes les quelques orientations de mes recherches doctorales pour vous permettre d'avoir une idée, parce que le thème tel que nous l'avons présenté, ce n'est pas ça le thème de nos recherches doctorales. En termes d'introduction, je veux vous parler pratiquement de la victime et de la réparation. Vous savez, s'il est des domaines où une personne peut se sentir protégée par les droits de l'homme ou par le droit international humanitaire, c'est le domaine de réparation. Donc c'est un domaine assez sensible qui a fait que une grande doctrine puisse s'appesantir pour expliquer qu'est-ce qu'une réparation, quand est-ce qu'on répare et quelles sont les conditions pour réparer. C'est pour montrer l'importance de l'expression ou l'importance de l'approche par rapport à un individu. Mais si en droit interne et en droit général, la question de réparation est déjà résolue, en droit international, particulièrement en droit des droits de l'homme, la question a connu beaucoup de péripéties, beaucoup d'obstacles pour finalement arriver à ce que la Cour pénale internationale puisse trancher sur la question. Comme vous le savez, devant les juridictions internationales, les juridictions pénales internationales dont, disons, depuis le tribunal de Nuremberg, passé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
et le tribunal pénal international pour le Rwanda, la victime n'avait jamais été considérée comme une partie ou comme une participante dans un procès. La seule chose que les statuts, les actes constitutifs des deux tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ont pu faire, c'est de condamner la personne de l'auteur, la personne responsable des crimes, à pouvoir restituer les biens qui ont été soit détruits, soit volés, soit extorqués lors de l'agression ou lors des hostilités. C'est simplement cette disposition-là qui est reprise et dans les statuts consultatifs, plutôt constitutifs du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et dans les statuts constitutifs du tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais si ce concept a été négligé, la Cour pénale internationale a donné d'autres orientations pour finalement arriver à expliquer clairement ce qu'il faut entendre par les réparations ou comment, sur le plan pratique, on peut réparer des préjudices subis par les victimes de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Vous m'excuserez pour l'expression droit de l'homme parce que je sais qu'ici, on utilise les droits de la personne. C'est un terme qui m'est habitué. Je viens d'un pays romano-germanique. Donc, chez nous, c'est le terme consacré. Pour moi, il n'y a pas de différence lorsqu'on parle des droits de la personne et des droits de l'homme. Au fait, pour moi, c'est la même chose. Et je disais donc que devant la Cour pénale internationale, déjà lorsqu'on était en train de négocier les statuts de la Cour pénale, les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, il s'est posé un problème parce que la plupart des participants, des États membres, avaient voulu que le modèle des deux tribunaux pénaux internationaux qui ont précédé la Cour pénale internationale soit maintenu. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu que la Cour pénale internationale soit submergée par les questions des victimes. On a tenté d'expliquer, notamment les pays de la tradition juridique anglo-saxon ou de common law. Ils ont expliqué que la Cour pénale internationale ne pouvait pas se charger des questions de réparation ou des questions liées aux réclamations, aux revendications des victimes. Sinon, dans les cas des crimes de masse, c'est toutes les personnes qui vont venir devant la Cour pénale internationale et on va bloquer la Cour pénale internationale à examiner l'action principale qui est celle de punir, de sanctionner l'auteur des infractions ou des crimes retenus par les statuts de Rome. Après débat, le lobbying des ONG internationales avec la France et le Royaume-Uni ont débattu, ont convaincu les pays de tradition de common law à pouvoir accepter que la Cour pénale internationale puisse se saisir, puisse examiner les revendications ou les demandes soumises par les victimes. C'est comme ça que, parce que les gens, les États de la famille anglo-saxon disaient que dans leur droit pénal, lorsqu'on poursuit un criminel, on ne reçoit pas les actions venant des victimes. Donc le droit pénal de la tradition anglo-saxonne ne connaît pas le système des actions civiles qui sont liées, qui sont attachées à l'action répressive, qui est une action principale. Mais finalement, après la pression des organisations non gouvernementales particulièrement, et l'appui de la France et du Royaume-Uni, on a fini par accepter unanimement que la Cour pénale internationale puisse se saisir des actions liées à la réclamation, disons à la revendication ou à la demande ou aux différentes demandes des victimes. Or,
lorsqu'on est en train de discuter de ces questions-là, déjà en 1985, les Nations Unies, par le biais de la Commission du droit international, avaient déjà adopté une déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes de l'abus de pouvoir. En 1985, déjà, on avait défini qu'est-ce qu'une victime. On avait donné la définition beaucoup plus claire que le droit international n'avait pas donnée auparavant sur ce qu'il faut entendre par victime. Après l'adoption du statut de Rome, en 2005 aussi, il y a eu une autre déclaration des principes qui ont été arrêtés par les Nations Unies, qu'on appelle les principes et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatifs aux droits de l'homme et des violations graves relatives au droit international humanitaire. Donc on avait déjà donné plusieurs aspects, deux déclarations avaient déjà existé, mais aucune juridiction n'avait osé, la juridiction internationale voulais-je dire, n'avait osé donner, accepter les actions ou les demandes des victimes devant le tribunal pénal international. Il y a eu une série de discussions, de définitions, notamment lorsque vous parcourez le premier principe de la Déclaration des principes fondamentaux. On a expliqué, on a défini que les victimes sont des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux en raison des actes ou d'omissions qui sont commis sur le plan pénal et qui sont réprimés, qui sont commis dans des États membres et y compris celles qui prescrivent les abus criminels de pouvoir. Donc, en 1985, une définition pareille avait déjà été donnée. Quand vous parcourez le deuxième principe, excusez-moi, il y a un problème. Donc je disais que le même principe avait défini beaucoup plus clairement ce qu'il fallait entendre par la victime. Et on a défini une victime dans le sens général et on a également défini une victime d'abus de pouvoir. On peut dire qu'il s'agisse d'une victime de crime international ou une victime d'abus de pouvoir, parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, les autorités et les gouvernements commettent beaucoup d'abus de pouvoir. C'est pour cela qu'on a pu préciser au principe 18 de la même déclaration la définition d'une victime d'abus de pouvoir. Mais lorsque vous prenez la définition ou les définitions telles que données par cette déclaration, il y a lieu de relever que ces définitions-là, même celle qui a été donnée par les principes fondamentaux qu'on appelle les principes de Van Boven, on n'a pas retrouvé la personne morale comme victime d'un crime. C'est comme ça que le règlement, la règle 85 du règlement de preuve et de procédure de la Cour pénale internationale a dû donner une définition pour compléter la définition qui est donnée par les deux instruments internationaux que je venais de citer. Et selon cet article-là, au point B, le terme victime peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution
dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre bien ou objet utilisé à des fins humanitaires qui a subi un dommage direct. Donc, on a aussi intégré comme victimes devant la Cour pénale internationale des personnes morales. Mais le principe est que la Cour pénale internationale ne connaît pas des actions qui émanent des personnes abstraites, soit contre une personne abstraite, soit recevoir une action émanant d'une personne abstraite. Simplement, dans le cas qui est précisé par la règle 85, qui précise dans quelles conditions une institution ou une personne morale peut faire des revendications ou faire des réclamations ou saisir la Cour pour réclamer un dommage qu'elle a subi. Alors, je venais là de vous expliquer le terme, la conception, comment la Cour pénale est arrivée à expliquer, à intégrer le terme victime dans son arsenal. Maintenant, s'agissant de terme réparation, presque tous les États et même les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont anéanti le principe ou la loi de Talion. La loi du Talion, voulais-je dire. Donc, on a privilégié les intérêts de celui qui a subi le préjudice que de privilégier les intérêts de celui qui a commis l'acte. Parce que on s'est rendu finalement compte que en matière de crimes de droit international, bien qu'on va poursuivre l'auteur de crimes, mais il y a des gens qui restent le plus longtemps possible sans pouvoir se rétablir. Et si on doit laisser uniquement que la Cour s'occupe de l'aspect répréhensif pour négliger un autre aspect de réparation, on n'aurait pas rendu une bonne justice à l'égard des victimes. Il existe dans ce sens plusieurs instruments internationaux parlant des questions de réparation. Je vais citer quelques-uns parce que pour la définition de victimes, j'ai cité 2 instruments internationaux qui sont importants, mais pour ce qui est de réparation, on peut retrouver des expressions qui reviennent dans plusieurs actes, à commençant par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lorsqu'on parcourt l'article 8, on va trouver que cet article-là permet ou autorise le recours effectif devant les juridictions nationales compétentes. Lorsque nous prenons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on retrouve l'engagement des États de garantir les droits et libertés et de reconnaître le droit à la réparation. Lorsque nous allons à la Convention contre la torture, on va également retrouver à l'article 14 que les États se sont engagés à réparer les préjudices subis par les victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il en est de même pour la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il y a également le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, il y a eu plusieurs instruments qui ont été pris pour régir la question de réparation en droit international. Mais comme je vous ai dit, il y a des principes qu'on appelle les principes Boven qui constituent l'instrument le plus important en matière de réparation. Parce que lorsque vous parcourez ces documents-là, vous retrouverez que là-dedans, bien qu'on n'a pas défini le terme réparation, on retrouve qu'il y a des formes de réparation qui ont été déterminées. Mais lorsque nous prenons ces différentes formes-là, nous les regroupons en 3. Il y a d'abord les formes qui procurent des avantages matériels, il y a la restitution et l'indemnisation.
il y a des formes qui procurent un avantage matériel et un avantage de reconstitution. Il y a le mode de réadaptation. Il y a également d'autres formes qui accordent un avantage psychologique et moral à la victime. Il y a la satisfaction et les garanties de non-répétition. Donc le principe de Boven a défini ces différentes formes de réparation. On peut réparer non seulement en restituant, mais aussi en indemnisant. On peut réparer non seulement en indemnisant, mais aussi en satisfaisant. On peut également réparer en donnant des garanties de non-répétition de la part de la personne qui a commis le crime, en promettant à la communauté, en promettant à la victime que je ne pourrai jamais revenir sur ce qu'il y a eu. Et ça peut se faire selon plusieurs formes qui sont déterminées d'ailleurs dans le règlement des procédures et des preuves de la Cour pénale internationale. Mais dans tout cela, vous allez constater que il n'y a aucun instrument international ou régional qui a donné la définition du concept de réparation. Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'on recourt à la jurisprudence. Et la jurisprudence qui paraît la plus étendue, c'est celle qui a été donnée par la Cour permanente de justice internationale, qui, pour elle, réparer, c'est effacer la conséquence de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si les dits actes n'avaient pas été commis. C'est la définition qui paraît acceptée par beaucoup de juristes ou dans la doctrine dominante. On prend beaucoup la définition qui est donnée par la Cour permanente de justice internationale. Il y a également la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a expliqué le terme réparation. Pour cette cour-là, les concepts couvrent différentes formes de restitutio in integrum. L'indemnisation, la satisfaction et les garanties de non-renouvellement des violations. Donc la Cour interaméricaine des droits de l'homme a eu à donner une pareille définition et certains auteurs ont même estimé que c'est la Cour pionnière de l'application des principes Boven, parce que c'est cette Cour qui a été la première à appliquer les principes consacrés dans les principes fondamentaux. Mais en doctrine, on retrouve plusieurs définitions. Il n'y a pas eu moyen que nous puissions prendre toutes ces définitions-là. Les civilistes ont déjà défini la réparation depuis très longtemps, mais l'ensemble de définitions qui sont données par la doctrine, on peut faire sortir l'idée d'un dédommagement qui est accordé par la personne qui a souffert d'un crime ou d'un délit. C'est simplement une définition la plus simple, celle qui renvoie à un dédommagement. Mais comme je vais le dire plus tard, la réparation n'est pas simplement un dédommagement en matière de droit international, des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Le dédommagement se conçoit beaucoup plus lorsqu'on se limite dans le droit civil ou simplement dans le droit pénal interne. Mais en droit pénal international, le dédommagement n'est pas le seul. Mais en termes beaucoup plus simples, le dédommagement paraît un terme qui représente la réparation. Ainsi donc, je voudrais passer sur l'affaire elle-même. C'était dans les généralités que j'expliquais ces termes pour nous fixer. L'affaire qui fait l'objet de notre conférence aujourd'hui, c'est l'affaire Thomas Lubanga, comme je l'ai dit. Et nous allons également parler de certains criminels qui sont venus, comme Thomas Lubanga, d'un même pays qui est la République démocratique du Congo. Thomas Lubanga, c'est cette personne-là.
C'est un jeune garçon qui est né en 1960. Et cette personne est la première personne à être arrêtée par la Cour pénale internationale. Voilà là l'importance de parler de l'affaire Thomas Lubanga, parce que c'est une affaire pionnière. C'est une affaire qui, après la création, la mise en œuvre de la Cour pénale internationale, a été soumise à cette dernière institution internationale. Il est citoyen de la République démocratique du Congo et il a été transféré et détenu à La Haye pour y être jugé par la Cour pénale internationale. M. Thomas a été le président d'un parti, c'est un groupe militaire qui plus tard pouvait se convertir en un parti politique. M. Thomas a été le chef de ce groupe militaire de rébellion qu'on a appelé l'Union patriotique congolaise. Ce groupe s'est retrouvé au nord-est de la République démocratique du Congo. Je vais vous montrer, je vais vous localiser précisément où est-ce que les choses se sont passées. Et pendant qu'il était en train de diriger l'opération, il a recruté les enfants soldats, les enfants de moins de 15 ans, qu'il a intégrés dans son mouvement, et il a mené la guerre. Étant d'une tribu qu'on appelle les Emma, il a mené la guerre contre une autre tribu qui s'appelle l'Endu. Et ces deux tribus se sont battues. Et parce que le district, la localité de l'Ituri se trouve à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, les armées ougandaises et rwandaises sont venues intervenir, soit du côté de Thomas Lubanga, soit du côté de ses adversaires pour faire la guerre. Veuillez comprendre que il n'y a pas que la guerre des armes, il y avait aussi la guerre des mines, parce que c'est une province qui a beaucoup de minerais, et donc les armées étrangères exportaient, profitaient en même temps pour exploiter les mines d'or et des diamants qui se trouvent dans le coin de la République démocratique du Congo. Ce qui a fait que la guerre a perduré pendant longtemps, jusqu'à ce que, une fois se trouvé dans les négociations avec le pouvoir pour mettre fin à la guerre, il s'est retrouvé en Ouganda, et à partir de l'Ouganda, on l'a arrêté parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale qui existait. On l'a arrêté en Ouganda, on l'a envoyé en République démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a, en date du 3 mars 2004, envoyé à la Cour pénale internationale. Donc ce monsieur-là est la première personne qui comparaît devant la Cour pénale internationale, le premier prisonnier de la Cour pénale internationale, la première personne qui fait l'exercice du statut de Rome et des autres actes internationaux qui ont accompagné le statut de Rome. Mais il n'est pas le seul Congolais. Il y a eu un autre qui s'appelle Jean-Pierre Bemba Gombo. Celui-là a été le vice-président de la République, en République démocratique du Congo. Il a eu aussi un mouvement politico-militaire, parce que lui au moins, son parti a été constitué en parti politique. Mais lorsqu'il menait la guerre, avant d'accéder au pouvoir, avant de devenir le vice-président, lorsqu'il menait la guerre dans la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo, il a eu à être sollicité par la République centrafricaine pour aller soutenir le régime de l'ancien président Patassé, qui était attaqué par les rebelles. Alors, celui-là a envoyé les militaires en République centrafricaine. Et comme toujours, lorsque les militaires sont arrivés là-bas, ils ne se sont pas limités à soutenir le régime. Ils ont commencé à commettre des actes de torture, de viols, d'assassinats, de destruction, etc. Et comme le statut
de Rome, de la Cour pénale internationale, vise les chefs militaires. C'est comme ça que se trouvant en Belgique, après qu'il ait terminé son mandat comme vice-président de la République, alors qu'il était sénateur en République démocratique du Congo, et il est parti en voyage en Belgique. La Belgique l'a arrêté et l'a livré à la Cour pénale internationale. Pour ce monsieur, l'intérêt de son action, nous allons le démontrer, c'est qu'à partir de son dossier, la Cour pénale a rendu une ordonnance acceptant la participation des victimes dans la procédure devant la Cour pénale internationale. Et c'était la première fois dans l'histoire du droit pénal international que les victimes puissent être acceptées à venir soumettre leurs doléances devant une juridiction pénale internationale. Je pourrais en revenir. Mais la troisième personne, c'est cet homme-là qui s'appelle Germain Katanga. Germain Katanga a été aussi, avec Thomas Lubanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, dans la guerre qui a opposé les deux tribus. Germain Katanga a obtenu une décision contre lui, rendue par la Cour pénale internationale, qui l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement. Et à l'heure où nous parlons, la Cour pénale internationale l'a transféré en République démocratique du Congo pour aller purger sa peine. Et d'autres, parce que les infractions pour lesquelles il avait été poursuivi n'étaient pas complètes devant la Cour pénale, il y a encore d'autres infractions qui ont fait des victimes. L'association des victimes en République démocratique du Congo ont saisi les juridictions internes pour la suite des procédures. Un quatrième, c'est ce monsieur-là, Bosco Tanganda, qui lui aussi a été impliqué dans la rébellion du sud-est de la République démocratique du Congo, toujours avec Thomas Lubanga. Mais pour celui-ci, tellement qu'il a été arrêté en retard, son dossier se trouve toujours en cours. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que les prisonniers provenant de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a un autre que je n'ai pas cité, qui était ensemble avec Germain Katanga, mais la Cour a décidé de disjoindre les poursuites et finalement celui-là a été acquitté. Il s'appelait Mathieu Gudjolo. C'est le premier acquittement de la Cour pénale internationale. Celui-là se retrouve en République démocratique du Congo pour le moment. Vous allez vous demander, il y en a qui ne connaissent pas où se situe la République démocratique du Congo, là où se passent les guerres. C'est un pays au centre de l'Afrique. Ce pays-là a la malchance d'être potentiellement riche. Et étant riche, il fait l'objet de convoitises par plusieurs pays, surtout les pays voisins, qui chaque fois organisent des guerres pour pouvoir le combattre et profiter d'exploiter les minéraux qui s'y trouvent. Alors, la République démocratique du Congo a une histoire par rapport à la Cour pénale internationale qui peut intéresser les chercheurs. Lorsque le statut de la Cour pénale internationale a été soumis à l'adhésion et à la ratification, il fallait obtenir 60 ratifications. On est arrivé, depuis 1998, on est arrivé jusqu'en 2002 à 59, et la chose s'est bloquée parce que les États ne voulaient pas adhérer au statut de Rome. Il eut fallu que la République démocratique du Congo dépose le 60e instrument de ratification pour que la Cour pénale internationale puisse fonctionner. Donc, de ce point de vue, la République démocratique du Congo est le pays qui a mis en vigueur les statuts de Rome. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison,
c'est que lorsque le statut de Rome était en train d'être négocié depuis 1996, le Congo est en guerre. Le Congo se bat de 1996 en 1997, la guerre qu'on a appelée la guerre de libération, qui a chassé les dictateurs, pour ceux qui connaissent le dictateur Mobutu du pouvoir. Et le statut de Rome est adopté et mis en vigueur en juillet 1998. Le 2 août, une deuxième guerre qui va perdurer pendant plus ou moins 3 ans et qui va diviser le pays en plusieurs zones, plusieurs monnaies. Chaque zone avait sa monnaie, notamment la partie occupée par Jean-Pierre Bemba, que je venais de vous montrer, l'ancien vice-président, avait une monnaie et une administration. La partie occupée par Thomas Lubanga avait une monnaie et une administration. La partie occupée par le gouvernement avait une monnaie et une administration. Il y avait comme ça plus ou moins 6 ou 7 zones de conflit dans un pays. Ce qui fait qu'il était normal en ce moment-là que la Cour pénale internationale puisse s'intéresser au cas qui se passait pendant qu'il venait d'être mis en vigueur. Et voilà pourquoi, lorsqu'on arrive à mettre en vigueur la Cour pénale, lorsque la République démocratique du Congo dépose l'instrument de ratification qui met en vigueur la Cour pénale internationale, le gouvernement va se permettre, ou conformément d'ailleurs au statut de Rome, de transférer les coupables vers la Cour pénale internationale, alors que les autres pays n'avaient pas encore commencé. Donc c'est le Congo qui est le premier à pouvoir donner. Voici la République démocratique du Congo. L'Ituri, là où les choses commencent, c'est ces coins du nord-est de la République. C'est là que se passe tout ce qui fait mettre en exécution la Cour pénale internationale. C'est là que se passe la guerre de Thomas Lubanga. Et donc, Ituri, comme je l'ai dit, a connu des problèmes de dévastation entre les ethnies Emaéline et Lendu. Il y a eu intervention de plusieurs pays voisins. Il y a eu 67 000 civils tués et 100 000 déplacés à l'intérieur ou vers l'extérieur du pays. L'objectif de ces guerres, je l'ai rappelé, c'était une lutte concurrentielle pour les mines d'or lucratives dans la région. Maintenant, quel est l'état de procédure au niveau de la Cour pénale internationale? Le 14 mars 2012, la Chambre de première instance a rendu coupable M. Thomas Lubanga pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À l'audience du 10 juillet 2012, une décision l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement. Il est allé en appel. La décision a été confirmée. Mais le 7 août, on a rendu la première ordonnance qui fixe les principes et les procédures applicables en matière de réparation. Et le 3 mars, il y a eu une ordonnance qui fixe une décision qui fixe les principes et les procédures applicables en matière de réparation, qui a été rendue par la Chambre de première instance 1. Récemment, comme je l'ai dit au début, un développement très récent a eu lieu dans l'affaire. La Chambre de première instance a rendu une ordonnance demandant au fonds au profit des victimes de compléter le projet présenté au juge d'ici le 31 décembre. Cela signifie que, parce qu'il y avait une ordonnance qui a été rendue le 3 mars 2015, il fallait qu'on présente, que le fonds au profit des victimes puisse présenter la faisabilité, l'exécution de cette ordonnance-là. Il devait le faire dans 6 mois à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties.
Bon, il n'a pas pu les faire. C'est comme ça que la Cour pénale a encore chargé le fonds pour voir les modalités d'exécution. Parce que vous comprenez qu'il y a eu, prenons dans un cas où il y a eu 67 morts, c'est que ceux qui sont vivants, les enfants, les parents, les ceci, doivent être réparés. Il y a eu 100 000 déplacés. C'est que ces personnes-là peuvent encore tout exister et doivent obtenir une réparation. Ce qui rend la procédure de réparation très complexe, ce qui fait qu'il faut une étude approfondie pour savoir qui doit être réparé, qui doit obtenir réparation. Nous allons ainsi passer aux approches qui sont développées par la Cour pénale par rapport à cette question. La première approche est celle qui répond à la question à quelle personne doit être dirigée une ordonnance de réparation. La réponse paraît très simple. C'est la personne qui a commis les faits qui doit en principe réparer. Ça, c'est la réponse que donne la Cour. Il n'y a que Thomas Lubanga qui a commis les faits. Mais ce problème-là, cette question-là, pose deux problèmes importants. Le premier problème, c'est la capacité financière de Thomas Lubanga de réparer 67 familles restées après l'assassinat ou la mort de leurs, de réparer 100 000 personnes. Or, Thomas Lubanga, vous l'avez vu, il est encore jeune, il n'a même pas de patrimoine. Comment pourrait-on exécuter, comment pourrait-on réparer ce préjudice-là? Ça peut paraître illusoire pour les victimes de considérer, d'entendre que la Cour a dit que c'est Thomas Lubanga qui doit réparer. Mais la Cour se penche sur la responsabilité individuelle. Il n'y a que celui qui a commis les crimes qui a le devoir de réparer. Et la Cour ne pouvait pas aller autrement qu'évoquer ce principe-là. En plus, il y a eu un certain nombre de crimes pour lesquels il a été poursuivi lorsqu'on a saisi la Cour, c'est les viols, les assassinats, etc. Mais la Cour ne s'est limitée à condamner Thomas Lubanga que pour la conscription des enfants ou comme on appelle l'enregistrement ou le recrutement des enfants de moins de 15 ans, simplement pour ces crimes-là. Alors il est resté des crimes comme le viol. Les gens s'attendaient que la Cour puisse ordonner la réparation des viols, puisse ordonner la réparation des assassinats. Mais la Cour a dit que moi je n'ai été saisi par le procureur que pour ça, donc je ne peux décider que pour ça. Ce qui fait que en transférant aujourd'hui Thomas Lubanga en République, parce qu'il est transféré en République démocratique du Congo pour pour exécuter la peine, il y a eu également, comme pour son ami Germain Katanga, des actions qui sont menées pour qu'on puisse, pour que d'autres catégories de victimes puissent saisir les juridictions internes afin d'obtenir réparation des préjudices. Dans ce même ordre d'idées, la Cour avait ordonné au fonds au profit des victimes, une institution qui a été créée ensemble avec la Cour internationale, la Cour pénale internationale, de pouvoir indemniser les victimes. Mais au degré d'appel, la Cour pénale internationale a dû clarifier cette question, que le fonds n'est qu'une institution qui fait l'intermédiaire entre les victimes et le coupable. Donc, le fonds n'a pas le droit de pouvoir dépenser de l'argent pour indemniser les victimes. La seule chose que le fonds peut faire, c'est d'indemniser, bien sûr, mais d'introduire une action récursoire contre le coupable afin de récupérer ce qu'il aurait dépensé pour réparer les victimes. Parce que sinon, ça va apparaître comme une histoire, une mise en scène de la Cour qui condamne une personne qu'elle sait ne pas être capable de réparer le préjudice à réparer un certain nombre de préjudices. Une autre question qui s'est posée, qui a été dégagée par la Cour, c'est l'irresponsabilité de l'État. Généralement, l'État devait répondre
ensemble avec le fonds, a payé le préjudice pour les faits qui se sont commis dans son territoire, conformément d'ailleurs au projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites. Mais la Cour a exclu la République démocratique du Congo en lui demandant simplement de coopérer. L'autre approche, c'est la collectivité des victimes. La Cour pénale internationale a fait ressortir un autre concept qui n'a jamais existé en droit pénal. C'est d'indemniser toute une collectivité, ce qui n'a pas existé auparavant. La Cour a demandé que certains villages soient indemnisés